Amis de TV Liberté, nous filons au cinéma, Maxime, Gabriel, vous et moi, et nous allons voir de très bons films. L'Hermine. Alors, pas que des très bons films, Non, hein, mais soyons quand même honnêtes. L'Hermine. L'Hermine, j'ai bien aimé. Avec Lucchini. Alors, évidemment, j'aime Lucchini. Oui, il faut aimer. Il y a déjà un parti pris positif. Oui. Alors, l'histoire du film en elle-même n'est pas très palpitante. C'est surtout une histoire d'amour, en réalité, qui est plongée dans un contexte judiciaire, Oui. puisque ça se passe dans une cour d'assises à Saint-Omer, donc dans le Pas-de-Calais. Et vous avez Lucchini, qui est donc le président de la chose, donc dans sa grande robe d'hermine, et qui doit juger une affaire de bébé tué. Mais enfin, tout ça est un peu le décor, si j'ose dire, de l'histoire. Et parmi les jurés se trouve une femme dont il est amoureux, qui n'est pas sa femme, même s'il a une femme. Et en fait, tout le film est une histoire d'amour. Et va-t-il réussir ou pas à avoir un retour, si j'ose dire, sur son amour avec cette femme? Je ne vous raconte pas le pourquoi, le comment ils se sont connus, est-ce qu'il s'est pas déjà passé quelque chose ou pas. Mais c'est un film, je le précise, sans sexe. Ça change. Non mais c'est tellement rare qu'il faut le dire. C'est un film sans sexe, c'est donc un film que toute la famille peut voir. C'est assez mignon. Et en même temps, c'est un peu un portrait en creux de la société française, notamment quand on voit les jurés, quand on voit cette famille où le père, on ne sait pas trop si le père a tué l'enfant ou pas, si la mère est complice ou pas, ils ont tous l'air un peu divers sordide. Un fait divers sordide, mais placé dans un monde tout aussi sordide. Et alors, une partie de la réalité de notre pays. Et l'actrice qui est cette actrice qui est danoise. Danoise extraordinaire qui tenait la série Borgen. Absolument, et qui est tout à fait bien, qui est jolie, et qui n'est pas non plus cette beauté plastique à la James Bond, si vous voulez, qui fait la vraie femme de 45-50 ans, qui a une fille. Voilà, ça n'est pas une vampe, ça n'est pas Monica Bellucci. Mais elle a un visage très expressif, elle a une présence. Et le film est mignon, touchant, bien joué, avec une histoire, alors, qui n'est pas une histoire palpitante, soyons clairs. C'est même sinistre. C'est même un peu sinistre, mais encore une fois, l'aspect judiciaire est un peu le décor, c'est-à-dire qu'on n'y croit pas tellement. Mais l'histoire d'amour est touchante, et c'est un film dont on repart en se sentant bien. Sauf comme vous le disiez, il y a beaucoup d'enfants qui naissent à la naissance quand ils n'ont pas été avortés à la 4e semaine. Autre film que vous nous invitez à aller voir ? Alors, celui-ci était si j'ose dire, ma meilleure cuvée, mais il y en a d'autres qu'on peut aller voir. Notamment, on peut aller voir L'Homme irrationnel, alors qu'il passe déjà depuis un petit moment. Oui, de Woody Allen. Le nouveau film de Woody Allen, qui est en fait l'anti-Matchpoint. Alors, l'histoire est tout à fait sordide, et pour le coup, il y a du sexe. Alors, on en a parlé dans cette émission, mais j'aimerais avoir votre avis. Alors, moi, j'ai trouvé que c'était très inférieur à ses derniers films, en particulier Blue Jasmine et surtout Matchpoint. Oui, c'est un peu long. C'est un peu long. Alors, on a un peu affaire à des anti-héros, notamment le personnage principal. L'intellectuel, un petit peu raté. Sartrien. Oui, un peu sartrien, qui égrène des propos philosophiques souvent un petit peu nébuleux, qui est pas très beau, un peu bedonnant, etc. Bon, ça fait pas tellement rêver, hein, contrairement à Matchpoint, et qui, contrairement à Matchpoint, lui, n'a pas de chance. Je n'en dis pas plus pour ceux qui voudraient aller voir le film. Enfin, il sort, rappelons pour les téléspectateurs qui n'auraient pas entendu la précédente émission, il sort de sa léthargie, de sa dépression. Alors, il est dépressif, il est alcoolique, et il enseigne dans une nouvelle université, après s'être fait virer sans doute de plusieurs autres, et il va rencontrer plusieurs femmes, dont une petite étudiante. Magnifique. Qui est magnifique, qui est superbe, etc. Jusqu'au jour où il se rend compte que la société serait meilleure si une personne qu'il ne connaît pas était tuée. Et donc, il décide de tuer cette personne. Et il se sent tout à coup beaucoup mieux. Voilà, puisqu'il a l'impression d'avoir débarrassé le monde de quelqu'un de mauvais et que du coup, toute sa philosophie tombe aux oubliettes. Et là, on retrouve quand même l'humour de Woody Allen. Et ça, c'est... Voilà. Alors,
un humour un peu noir quand même. Un humour noir, à mon avis, le film est un petit peu trop long, manque un petit peu de contenu. Ce personnage du philosophe raté n'est pas d'une crédibilité mais les dialogues sont excellents. Mais les dialogues sont bons. Et puis, on aurait pu éviter une ou deux scènes de sexe parce que, bon, dans Match Point, si vous voulez, quand on a cette magnifique actrice avec cet acteur qui est pas trop mal, et qui a cette scène de sexe, notamment, qui est dans les champs au début de Match Point, sous la pluie, et il s'aime sous la pluie dans les champs, c'est quelque chose d'assez fort. Là, quand on a le cinquantenaire alcoolique et bedonnant, et la cinquantenaire qui trompe son mari dans une chambre assez sordide d'une maison de province. Vous discriminez avec les gens d'un certain âge. Non, c'est pas de la discrimination. C'est pas bien. Non, parce que, attention, entendons bien, hein, quand c'est Brad Pitt, il n'y a pas de problème. Donc, bon, en tout cas, c'est évidemment pas un film qu'on peut voir en famille. Non, vous faites bien de le dire. C'est même un film dont on peut se passer, mais qui est un peu, non, on passe un bon moment. Un élément qui forme diptyque avec Match Point. Absolument. Mais on passe un bon moment où tous les amoureux de Woody Allen sont contents. Alors, moi, je vous avoue qu'on m'avait dit beaucoup de mal de ce film. Oui. Et en sortant, j'ai trouvé ça beaucoup mieux que ce qu'on m'avait dit. Oui, c'est exact. Donc, j'essaye d'en dresser un portrait presque positif. Vous êtes très bien. Alors, 21 nuits avec Patty, ce titre m'a impressionné. Qu'est-ce que c'est ? 21 nuits avec Patty, c'est un film que je suis allé voir un petit peu par hasard, parce que ça passait à la bonne heure. Oui. Parfois, il y a des surprises. Et je me suis dit, Isabelle Carré, André Dussolier, Karine Viard... Ma foi, pourquoi pas, l'histoire étant Isabelle Carré, qui est donc la fille d'une femme qu'elle connaît à peine, sa mère vient de mourir, elle arrive dans la maison de sa mère en plein travaux de rénovation, dans le sud de la France, elle trouve sa mère morte, et le corps de sa mère disparaît, et il va se passer quelque chose. Je me suis dit, pourquoi pas ? Et en arrivant devant la salle, en regardant l'affiche, je vois un film exceptionnel, signé Télérama. Là, je me suis dit... Attention, peau de banane dans une flaque d'huile, ça promet. Et là, on a affaire à un ovni du cinéma français. Alors, je ne sais pas ce que ces acteurs sont allés faire là-dedans, mais donc, cette femme arrive dans la maison, donc au bout d'une minute, elle arrive au bord de la piscine de sa mère. Elle a affaire aux ouvriers qui font les travaux, qui sont nus dans la piscine. C'est fréquent, ça. Trop pourquoi. C'est fréquent. Et ensuite, elle entre et elle va voir sa mère qui est au lit. Et là, il y a la femme de ménage, jouée par Karine Viard. Bon, pourquoi pas. Qui est en train de danser en actionnant les ventilateurs au bord du lit de mort de la mère. Et là, on se demande un peu ce qui se passe. Et donc Isabelle Carré, elle aussi, manifestement, se demande ce qui se passe et va ensuite aller visiter un petit peu le village avec C'est 21 nuits chez les fous. Ah, c'est pas les fous. Et Patty est en fait une nymphomane. Voilà. Et donc, elle raconte, mais à plusieurs reprises dans le film, et en détail, ces histoires sexuelles avec le vigneron, avec tel ouvrier. Alors, je vous passe les expressions plus fleuries les unes que les autres quand elle nous explique que, je cite, « elle mouillait de partout et qu'elle se faisait, je cite, défoncer contre l'évier, etc., etc. » Et là, je choisis les passages soft. Merci Maxime. Je vous évite le pire. Je suis reconnaissante. Et donc, évidemment, tout ça va avoir un impact sur la vie de cette fille. Le corps de la mère disparaît. On pense qu'un nécrophile l'a enlevé. André Dussolier apparaît et finalement, c'est lui le nécrophile qui va finalement être guéri en ayant une relation sexuelle sur une tombe avec Karine Viard. Donc, vraiment des choses comme on ne pensait jamais en voir. On arrive à la profanation là, parce que... Ah, c'est pas de la profanation, c'est presque de la profanation. Tout de même. Mais que sont allés faire ces acteurs dans cette galère ? André Dussolier a-t-il autant besoin d'argent ? Isabelle Carré, qui était formidable dans les émotifs anonymes et touchante, là, ressort en mère de famille frustrée, qui sort avec un type, une espèce d'hispanique rusto, qui parle à peine français, avec des boucles d'oreilles dans les oreilles, dont elle découvre à la fin qu'il a, je cite, un sexe magnifique. Non mais... C'est-à-dire que vraiment, merci Maxime, du début à la fin, vous nous évitez des catastrophes. On se demande ce qui se passe. Donc, quand on voit l'affiche, on se dit peut-être qu'avec des acteurs qui sont quand même plutôt bons et qu'on serait tenté d'aller voir. Un beau casting, comme on dit en français. Eh bien, le beau casting cache une
belle horreur. Donc, non seulement on n'y va pas, alors on y va pas. Mais même si un jour ça passe à la télé par hasard, on peut éteindre sa télévision et passer une rediff. Un bon livre. On peut même passer une rediff d'une émission de Michel Foucault ou de Patrick Sébastien ou même d'Arthur. Ou TV Liberté. Non, mais même d'Arthur. TV Liberté, c'est beaucoup mieux. Évidemment, on peut regarder TV Liberté. En tout cas, on s'en passe et surtout, on ne laisse pas ses enfants le regarder. Bien sûr. Alors, 2 autres films encore. Alors là, Alors, 2 autres films américains où on s'en tire un petit peu mieux. Le premier, que certains n'ont pas du tout aimé. Seul moi, sur j'ai bien aimé. Mars. C'est Seul sur Mars. Alors, quelle est l'histoire de Seul sur Mars? C'est joué par Matt Damon. En général, c'est plutôt pas mauvais. Et c'est Matt Damon qui est avec des collègues à lui, astronautes, en excursion sur Mars. Alors évidemment, c'est une histoire de fiction, puisque nous ne sommes jamais allés sur Mars. Et pour une histoire de tempête qui arrive, le vaisseau doit partir, et lui, on pense qu'il est mort dans l'accident. En fait, il n'est pas mort, il se retrouve tout seul sur Mars. Et il se dit qu'il lui reste 32 jours de nourriture et que la prochaine mission habitée sur Mars arrive dans 5 ans. Et que donc il doit survivre. Alors évidemment, c'est un petit peu tiré par les cheveux, mais il y arrive et puis finalement, donc, toute la question, ça va être comment survivre, comment communiquer avec la Terre pour leur dire qu'il est toujours là et comment la Terre va essayer de le récupérer en envoyant une mission sur Mars. Alors évidemment, il n'y a pas de sexe puisqu'il est tout seul sur Mars. Voilà, donc ça change. Comme quoi, il n'y a pas forcément besoin de sexe pour avoir une histoire qui tient la route. Il n'y a pas des paysages extraordinaires non plus. Entre parenthèses, je veux partager avec vous cette annonce qu'a faite le réalisateur d'un film, d'une série sur Versailles qui passe en ce moment sur Canal+. Et qui est une horreur. Et je ne l'ai pas regardé, je n'ai pas Canal. Et le réalisateur a dit on nous a demandé une scène de sexe toutes les 15 minutes. Oui. Fermez la parenthèse. Voilà où on en est. Sinon, on s'embête. Parce que vous comprenez, toutes les 15 minutes, c'est quand même... Seul sur Mars, donc. Donc, dans Seul sur Mars, il n'y a pas de sexe. Et donc, on apprend vraiment à survivre? Oui, alors, à survivre sur Mars et à planter des patates mais qui sur poussent Mars. En 30 jours? A priori, oui, parce qu'ils fabriquent un genre de serre, etc. Bon, l'histoire n'est pas tellement là, c'est pas tellement une histoire de survivalisme, c'est plutôt une grande épopée où ce type va essayer de donner de l'espoir, survivre et où tout le monde, alors c'est un film américain, donc tout le monde sur Terre y arrive, on lance une fusée, quand elle arrive, on fait clap, très clap, fréquent, clap. C'est très fréquent, il y avait ce film de Tom Hanks qui survivait sur une île du Pacifique. Voilà, bon, là, c'est plus sur le Pacifique, c'est sur Mars, parce que le Pacifique, c'était déjà vu. C'était démodé, très bien. Mais finalement, bon, ça dure 2h30, ça pourrait durer 1h45, mais finalement, ça n'est pas si mal. Merci. Et puis, alors, le dernier Hunger film, Games. Qui est Hunger Games. Alors, on avait déjà parlé ici d'Hunger Games, puisque c'est une série tirée d'un livre. Oui. Alors là, c'est la fin, voilà, parce qu'il y a eu Hunger Games 1, puis Hunger Games 2, puis Hunger Games 3, qui a été divisé en 2 films. Non. Et alors, on n'est pas obligé d'aller le voir, je vous le dis tout net, mais je vous livre quand même la clé, parce que c'est intéressant. En gros, Hunger Games, c'est l'histoire d'une société complètement fictive, dans laquelle vous avez une sorte de métropole qui s'appelle le Capitole, où vivent les membres de l'élite, qui sont toujours bariolés, à la mode, etc., dirigés par un président qui s'appelle le président Snow. Et vous avez 13 districts de part et d'autre, chaque district étant habité par des gens qui sont pauvres et brimés, qui ont tous une spécialité, un district forestier, un district c'est plutôt la mine, etc. etc. Et pour célébrer cette union nationale, on a inventé les Hunger Games, c'est-à-dire des jeux annuels où chaque district envoie un garçon et une fille tirés au sort, qui vont dans une arène gigantesque s'affronter jusqu'à ce qu'il n'y ait plus qu'un seul qui soit vivant. S'affronter à mort. S'affronter à mort, voilà. Ouais. Et, n'est-ce pas? Et donc, il en reste un qui est donc un vainqueur. Et à la fin de la première saison, survit une fille qui s'appelle Katniss, sauf qu'elle subsiste avec Péta. Péta qui est donc un garçon, mais c'est pas grave. Et ils font semblant d'être amoureux pour ne pas se tuer l'un l'autre. Ouais. Donc, grand succès, le monde entier les acclame. Ils rentrent victorieux. Jusqu'au moment où le président Snow est très embêté, puisqu'ils deviennent des personnalités tellement importantes
que ça commence à poser problème. Et donc, il décide de faire des Hunger Games spéciaux en choisissant comme concurrents des gens qui ont déjà gagné les Hunger Games. Et comme par hasard, on va retrouver Katniss et Peeta. Et à la fin, bien entendu, ça n'est pas Katniss qui va gagner, puisque, en fait, les jeux étaient arrangés pour que tout le monde meure, en réalité, et surtout Katniss. Et sauf qu'entre-temps, s'est mis en place une résistance à cet état tyrannique, et cette résistance va sortir Katniss de l'arène où se passent les jeux, et la lancer donc dans l'étape de la résistance. Et donc, le volume 3, épisode 1, qui est passé l'année dernière, où la résistance se met en marche et va fédérer les districts sous la houlette d'une présidente, qui est une femme, qui s'appelle la présidente Coin. Le coin, vous savez, la monnaie en anglais. Et le volume 2, c'est le moment où l'État, la résistance, va gagner contre le Capitole. Là où je veux en venir, c'est que ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, on voit qu'à la fin, donc la résistance gagne petit à petit le Capitole, et le président Snow dit aux gens « Venez dans le palais présidentiel et amenez vos enfants ». Et on voit les gens qui font la queue pour amener leurs enfants, et tout à coup, un avion avec le symbole du Capitole jette des petits parachutes, et donc les gens voient que c'est le Capitole et vont tous essayer de récupérer quelque chose, ils pensent que c'est de la nourriture ou quoi que ce soit, et en fait ce sont des bombes. Donc on se dit méchant Capitole qui tue sa propre population. Et en fait non, on s'aperçoit que c'est le président Coin, donc la nouvelle, la méchante, qui a triché pour tuer des enfants, pour que les gens du Capitole se retournent eux-mêmes contre le président Snow et qu'elle puisse prendre le pouvoir, qui est donc un pouvoir totalement autoritaire. Et donc en réalité, la gentille chef de la résistante est en fait un dictateur en puissance, pire que le dictateur qu'elle prétend remplacer. Toute comparaison avec la Révolution russe, la Révolution française ou les différents printemps arabes comme on en voit maintenant, est évidemment totalement fortuite, mais c'est quand même intéressant de voir qu'à la fin, le gentil n'est pas celui qu'on croit. Alors, je vous livre la fin de l'histoire parce que beaucoup d'entre vous n'iront pas le voir, mais Katniss dit qu'elle veut tuer elle-même le président Snow, et donc elle tire à l'arc, Katniss. Elle organise une grande démonstration populaire avec la présidente Coin qui parle tout haut, et Katniss cible le président Snow, et au dernier moment relève son arc et tue le président Coin, et donc exit le président Coin, et c'est quelqu'un d'autre qui est un homme bon, en l'occurrence une femme, qui va réussir à prendre le pouvoir et donc à instaurer ce qu'on devine être une démocratie. Alors la fin est un peu nunuche parce que Katniss retourne dans son village natal avec Peeta, qui est toujours là, et ils vont avoir des enfants et gambader dans la prairie. La fin, c'est un peu un épisode, c'est un peu le début de la petite maison dans la prairie. Mais non, ils se mariaient et ils eurent beaucoup d'enfants. Bon, ils eurent 2 enfants. Il ne faut quand même pas exagérer, mais dans la prairie. Merci beaucoup. Avec des petites fleurs. Merci beaucoup, Maxime Gabriel. Alors, donc, on peut aller voir l'Hermine en famille avec bonheur. Voilà. On peut, le cas échéant, mais pas en famille, aller voir Seul sur Mars, et le film de Woody Allen qui s'appelle, je le rappelle, L'homme irrationnel. Et on évite Hunger Games et 21 nuits. Hunger Games, on a compris l'idée, on peut s'en passer. Et moi, je rajoute c'est merveilleux, ces 2 films importants. Le merveilleux Notre Petite Sœur, film japonais d'une grande finesse et que l'on peut voir en famille. Et l'histoire de fou. Et là, c'est sur le terrorisme arménien et les bombes qu'il jette pour faire reconnaître le génocide arménien. Et ça, on n'ira qu'entre adultes. Voilà, merci beaucoup Maxime Gabriel. Et pour ces films dont vous savez toujours extraire la signification. Et à très bientôt, amis de TV Liberté, pour une autre chronique de Perles de Culture. Amis de TV Liberté, bonjour. Pour cette rubrique Je lis donc je suis, nous avons invité une marcheuse
qui lit en marchant. Mathilde Gibelin, bonjour. Bonjour Anne. Mathilde a fait quelque chose d'étonnant avec une amie, Mathilde Gibelin, Fanny Trullier. Elle a fait le tour de l'Europe, 6000 km à pied. C'est publié aux Amis du livre européen. Et c'est une histoire extraordinaire que je conseille à tous, même surtout ceux qui ne peuvent pas marcher autant, parce qu'ils auront l'impression de faire le voyage. Alors, partir, c'est gagner son procès contre l'habitude, dit Paul Morand. Je trouve que c'est une jolie, très très jolie définition. Pourquoi est-ce que vous vous êtes mis en marche, Mathilde? On s'est mis en marche pour plusieurs raisons qu'on n'identifiait pas forcément peut-être bien à l'époque. Vous aviez quel âge? J'avais 21. Oui. Non, et Fanny avait 3-4 ans de plus que moi. Oui. On est parti, elle avait fini son diplôme d'architecture, moi j'ai finissé ma licence d'histoire. Et puis on sentait qu'on avait besoin de partir, ça bouillonnait entre guillemets en nous. Et on est parti un petit peu sur un coup de tête. Un jour, on avait décidé ça pendant une marche commune. On a lancé l'idée et puis on a fini par la réaliser. Mais aujourd'hui, avec le recul, puisque ça fait maintenant déjà 5 ans que nous sommes revenus, je crois que je sais un petit peu mieux pourquoi est-ce qu'on est parti, avec, entre guillemets, après avoir digéré cette aventure. Ce sont des expériences, la marche, le pèlerinage, qui permettent de se comprendre soi-même à tous les niveaux. Que ce soit déjà au niveau de son corps, de partir, de marcher, d'éprouver ses propres limites, de sentir le froid, de sentir la chaleur. Dans un monde qui est si ouaté, si confortable, c'est assez important, je trouve, de se sentir vivre. Et puis aussi de retrouver un contact avec la nature, un contact fort, de, entre guillemets, se mettre en conformité avec la nature. L'été, il fait chaud, l'hiver, il fait froid. Ça paraît stupide à dire. Mais on le sent dans votre livre. On le sent, mais les gens ne s'en rendent pas forcément compte. Et c'est vrai qu'une fois où on est rentré dans un petit supermarché au milieu d'une marche en Autriche. Donc l'Autriche, l'hiver, il fait froid, c'est blanc et il fait vraiment très froid. Il y a des animaux qui meurent sur le bord du chemin. Et on est arrivé dans un petit supermarché pour se ravitailler où les gens étaient en t-shirt quasiment parce qu'il faisait chaud et achetaient des fraises et des tomates. Les gens sont complètement décalés dans notre société de consommation du monde réel. Peut-être que finalement on s'est décalé nous du monde dans lequel nous vivons en se recalant sur la nature. Mais en tout cas... Alors vous employez le mot pèlerinage, mais votre démarche est une démarche autre. C'est pas une démarche sacrée. C'est une démarche pour retrouver le sacré des pays européens. C'est une démarche de pèlerinage pleinement. Si on prend par exemple la phrase d'Henri Vincenot, marche, marche, tu verras. Oui. C'est ça le pèlerinage. C'est pas le but finalement qui est important, c'est le chemin que l'on fait pour y parvenir. Et on a compris beaucoup de choses nous avec ce chemin-là. Et c'est une démarche sacrée. Tout dépend de ce qu'on met derrière le terme de sacré. Voilà. Mais c'est ça qu'il faut pour moi, vous préciser. C'est une démarche qui est profondément sacrée. Qu'est-ce que vous vouliez rechercher ? Justement, se trouver soi-même, retrouver le sens de la nature et puis aussi se poser des questions fondamentales qu'on n'a pas le temps de se poser. Quand on est jeune, on va à l'école, on passe son bac, on a des stages, on fait des études, on commence à travailler. On est dans une sorte de tourbillon qui fait qu'on n'a pas le temps de se poser des questions qui sont pourtant essentielles, des questions existentielles. Qui suis-je? Qu'est-ce que je fais là? Quel est le sens? Même au niveau du sacré, moi j'ai un peu plus compris ce qu'était ma vision du sacré grâce à cette marche-là, d'essayer de comprendre toutes ces questions là. Et ça, c'est quelque chose qui est sacré, de se poser ces questions de pourquoi est-ce qu'on est là sur Terre aujourd'hui, par exemple. Et vous voulez aussi rechercher les légendes de l'Europe, les pays européens que vous avez traversés. Oui, tout à fait. Nous sommes partis donc en Europe. C'est pas anodin de partir en Europe. Vous n'êtes pas allé à Katmandou? Pas du tout. Ça, c'est quand même. Pourtant, pas bien. Ça m'aurait beaucoup plu et aujourd'hui, je partirai avec grand plaisir à Katmandou. Mais nous avions d'abord envie de comprendre l'Europe, de comprendre notre terre, d'essayer. C'est vrai que c'est l'Europe, on connaissait ça un petit peu dans les livres. Et là, on a pu découvrir l'Europe, déjà charnellement, en marchant tous ces kilomètres, en dormant à même la terre. Alors peut-être, les gens. pour que vous compreniez bien, chers amis de TV Liberté,
donc Fanny et Mathilde, redites-nous votre trajet. Oui. Vous êtes partis de chez vous au pied du Mont Ventoux. Au sommet du Mont Ventoux. Au sommet pour nous donner un petit peu d'élan. Sommet du Mont Ventoux, jusqu'en bas de la botte italienne. Tout à fait. Vous allez en Grèce. Et en gros, on est remonté de la Grèce jusqu'au Danemark. Vous remontez, voilà, alors avec la Bulgarie, la Roumanie. Et la Hongrie, qui sont 3 pays que nous avons fait en train, par contre, et non pas à pied. À pied, l'Autriche, l'Allemagne. La Tchéquie, la Tchécoslovaquie au milieu, oui. L'Autriche, Allemagne, et ensuite le Danemark, l'Écosse, l'Irlande, et de nouveau la France. Et de nouveau, voilà. Voilà. Et c'est vrai que de parler avec tous les gens que nous avons rencontrés dans ces pays-là, c'était assez intéressant parce qu'ils nous ont parlé de l'Europe, mais de leur point de vue à eux. Nous, on a un point de vue qui est très franco-français. Quand on lit l'histoire, par exemple, de l'Europe, on le lit d'un point de vue français. Quand vous discutez avec un Roumain ou avec un Hongrois de qu'est-ce que l'Europe, il n'a pas du tout la même version de ce qu'est l'Europe. Et ça, c'était vraiment très intéressant. C'était un enrichissement qui a été vraiment intéressant à ce niveau-là, et on a mieux compris la réalité de l'Europe. Même si, pour revenir à la question initiale que vous m'aviez posée, nous sommes partis sur les traces des légendes européennes. Oui. Et là, vous en avez trouvé ? Non. Ouais. Honnêtement, non. On a trouvé quelques légendes, on a discuté avec certaines personnes qui nous en ont donné, mais si vous parlez aux gens, ils savent pas, ils vous disent allez donc à l'office de tourisme. Sauf que nous, ce qui nous intéressait, c'était pas un folklore, c'était pas un musée. Ce qui nous intéressait, c'était ce que les gens avaient à nous raconter. Oui. Et ça, c'est vrai que les gens l'ont perdu. Donc on voulait faire à la base un autre livre qui raconte toutes ces légendes-là. Finalement, on se contentait d'un petit avant-propos dans notre livre où on explique un petit peu tout ça et on donne quelques clés que nous, on a pu essayer de découvrir pourquoi est-ce qu'on a perdu ces légendes, et on a mis quand même une légende avant chaque partie du livre. Il y a 6 parties dans le livre. Alors vous dites bien que les gens ne se réunissent plus dans ces pays, comme d'ailleurs en France le soir, puisqu'il y a un fléau qui s'appelle télévision. La télévision, oui. C'est un petit peu paradoxal de dire ça à nos amis de TV Liberté. Oui. Mais malgré tout, oui, les gens regardent le même écran et ça fait, entre guillemets, écran entre eux. Les gens ne se parlent plus forcément. Et c'est vrai qu'on a rencontré certains paysans qui nous disaient qu'eux aussi, avant, ils faisaient 5 km pour aller à la veillée le soir chez leurs amis. C'est ça, c'est le principe de la veillée qui a disparu. Totalement, qui est disparu parce que y a la fée électricité, il y a la télévision et les gens n'ont pas forcément... Le lien social est coupé. Avant, on mettait les chaises. Ma grand-mère me racontait que dans mon village, avant, ils mettaient les chaises sur le pas de la porte pour discuter le soir. Aujourd'hui, tout le monde reste chez soi. Il n'y a plus personne qui met la chaise sur le pas de la porte. Je vous annonce une bonne nouvelle. Si vous vous promenez dans le sud-ouest, dans les villages, vous revoyez des chaises devant les portes parce que les programmes de la dite télévision grand public sont tellement mauvais que ils n'en peuvent plus et ils reviennent sur le pas de leur porte. Ça, c'est la bonne nouvelle. Alors, cela dit, vous avez toujours marché, vous êtes une grande sportive et vous faisiez partie du mouvement scout et vous étiez déjà quand même bien entraînée. Alors oui, nous étions entraînés dans le sens où, en effet, nous étions toutes les 2 scouts, c'est là où on s'est connus, et donc on était habitués à marcher, à dormir dehors. Mais c'était un petit peu comme si ça restait théorique, et là on l'a vraiment mis en application. Oui. C'est pas pareil de partir marcher avec c'est pas pareil avec de des partir gens qui une nous semaine et puis qui nous donnent une carte. Ben voilà, vous avez la carte. Voilà, vous allez à tel endroit, tel endroit. Là, c'était vraiment beaucoup plus profond entre guillemets, et même au niveau de l'entraînement, moi les 10 premiers jours ont été absolument catastrophiques pour moi. Parce que je ne m'étais pas préparée plus que ça, et d'imposer 15 à 18 kilos d'un coup à mon corps, c'était catastrophique. Mais il faut faire confiance à son corps. 18 kilos, et vous faites entre 30 et 40 km par jour. Oui. Mais au début, ça a été très très dur, mais le corps se muscle, il faut lui faire confiance. C'est ça qui on a des ressources qui sont insoupçonnées. C'est ça qui est plein d'espérance. L'entraînement fait que le corps s'habitue. Bon, cela dit, au bout de 8 mois, vous n'en pouvez plus. On n'en peut plus à certains. Oui, c'est vrai qu'on avait mal aux pieds, moi j'avais des problèmes de dos, mais malgré tout on est revenu. Vous n'avez pas gardé de séquelles toutes les deux? Je garde des problèmes de dos, mais je les avais déjà avant de partir. Donc je pense que c'est pas. Voilà. Et Fanny?
Non. On est revenu plus en forme que quand on est parti. On est revenu extrêmement musclé. On avait un corps qui était capable de parcourir 30 à 40 km par jour et de recommencer le lendemain. On mangeait beaucoup, on dormait beaucoup. Mais vraiment, on est revenu en forme. On n'a pas été malade une seule fois pendant ces 10 mois. Non, vraiment, c'est... Le corps est extraordinaire. Une autre des questions que je me suis posée en lisant votre livre, c'est comment faites-vous pour retrouver la sinistre habitude dont parle Morand? Vous n'explosez pas dans une maison aux portes fermées? Ça a été compliqué. Revenir tous les soirs, dormir dans la même maison. Oui, et puis c'est vrai d'avoir un agenda, de devoir prévoir ce qu'on fait, d'avoir un toit. Ça n'a pas été forcément... et il y a parfois aussi des moments où ça continue de me frotter dans la tête. C'est vrai que c'est compliqué, mais... Alors, l'aventure les gens que vous rencontrez, parce qu'on fait des rencontres fantastiques quand on voyage comme ça. Alors, vous avez rencontré toutes sortes de gens. Ouais. Ce qui est sympathique, c'est que, bien sûr, vous demandez un abri ou de l'eau, ou principalement un abri, parce que quand il pleut ou qu'il fait très très froid ou beaucoup de vent, dormir sous la tente, c'est quand même très dur. Mais en même temps, en échange de ce don, vous écoutez les personnes qui ont quelque chose à vous dire. Ça, c'est sympathique. Les quelques fois, on a principalement dormi dehors, donc dans les bois, dans les champs, etc. Mais c'est vrai que quand on demandait l'hospitalité, il y avait vraiment un échange qui se faisait. Déjà, c'est un échange qui est gratuit. Et en fait, les gens ne sont plus du tout habitués à ça. Aujourd'hui, tout est payant, tout s'achète et tout se vend. Et là, on venait simplement leur demander en effet un abri ou mettre notre sac de couchage, de l'eau. Et les gens avaient, en échange, on discutait beaucoup avec eux. Et l'échange était vraiment passionnant. Il y a des gens qui voulaient absolument qu'on reste chez eux. Et même qui nous racontaient des histoires qui étaient vraiment touchantes et qui pour nous étaient extraordinaires de pouvoir partager ça avec eux. Mais il y avait vraiment un vrai partage et un vrai échange qui se faisait. C'était pas du tout à usage unique ou c'était pas du tout... pas usage unique. Voilà, et puis on n'était pas là pour profiter d'eux, entre guillemets, et juste dormir dans leur... Il y a des gens, parfois, c'est vrai que sur 10 maisons à qui on demandait l'hospitalité, les 9 premières nous fermaient la porte au nez et les gens ne voulaient pas. Par contre, la maison qui nous accueillait, on avait l'impression d'être leurs enfants qu'ils accueillaient. Vous avez la chambre là, vous pouvez vous doucher. Le lendemain matin, ils nous préparaient le petit déjeuner. Oui, on vous donne à manger, on vous donne même quelquefois de l'argent. Oui, il y a même des gens. Et puis c'est pas possible de le refuser. Vous pouvez pas refuser. Les gens, mais vraiment, c'était des échanges qui étaient très forts. Alors, qu'est-ce qui est... où est-ce que vous êtes le plus heureuse? Est-ce que c'est la Grèce a été quand même une sorte d'apothéose du voyage. Épidore. Oui, mais toutes les parties du voyage ont eu, même si le Danemark par exemple, ça nous a pas beaucoup plu. On arrivait au terme de la longue plaine germanique. On sortait de l'hiver et vraiment c'était un peu de trop entre guillemets. On était très très heureuse d'arriver en Écosse et en Irlande. On s'est vraiment beaucoup plu dans ces pays-là. On était très heureuse de revenir en France aussi. C'était très émouvant pour nous de revenir en France et d'entamer la dernière partie de notre voyage. On a énormément apprécié l'Italie, qui est un pays extraordinaire, dont on a appris la langue sur le tas avec les gens, et la Grèce aussi. Vraiment, tous les pays ont eu leur... Mais c'était plutôt des moments qui restent... Des moments forts. Des moments forts, des moments aussi de plénitude totale, d'une sorte de zénitude, pour reprendre un mot à la mode. Alors, vous êtes au zénith, en général, en haut d'une montagne, avec une vue prodigieuse. Vous êtes en fait entre le ciel et la terre. Oui, on a l'impression que c'est là votre... C'est ça, quand en fait on se sent relié et quand on se sent intégré à la nature. J'ai aussi le souvenir d'un moment dans un marécage écossais où on était totalement détrempés puisqu'on s'était pris un gros orage. Et vous avez failli trépasser d'ailleurs, parce que vous tombez dans un trou et... Oui, ça a été assez épique. Et vous êtes aspiré. On s'enfonçait dans le marécage, mais on était séparés de la rive où il y avait des routes et des habitations par une sorte de grand lac où il y avait des signes dessus. On avait l'impression d'être de l'autre côté du Styx et d'être dans une sorte d'autre monde, mais il y avait une plénitude qui était vraiment, en tout cas moi je me souviens de ce moment-là comme d'un moment vraiment extraordinaire, et ça ce sont des moments qui valent vraiment la peine d'être vécus. Et vous écrivez joliment, c'est très joliment écrit, c'est très... je vais lire ce passage parce qu'il est très joli. Vous êtes en haut d'une montagne... alors, non, c'est devant le Danube.
De vieux marins évacuent la neige sur les pontons, un bateau tangue et un drapeau bulgare élimé flotte au vent. Cette image me frappe car elle représente ce que ce pays m'inspire. Un passé parfois glorieux, un présent froid et un avenir incertain. C'est plein de poésie ce texte-là. C'était joli. Et puis alors les sentiments de plénitude, alors là c'est un autre moment. C'est quand vous êtes à Portsmouth, c'est la chaussée des géants, c'est en Écosse. Oui, en Irlande. En Irlande. Notre bivouac est installé sur un bout d'herbe verte entre deux rochers surplombant la mer. J'ai l'impression d'être au Finistère du monde. Les mouettes crient, on entend le doux ressac des vagues sur les rochers. L'immensité de l'océan sur lequel se couche le soleil me procure un sentiment de plénitude et de bien-être total, un sentiment d'être très étroitement lié au monde qui m'entoure, d'y être intégré. C'est très rare que je ressente cela et cela m'arrive quelquefois pendant ce tour d'Europe et rien que pour ces moments-là, ça vaut la peine de marcher 30 km par jour avec 20 km sur le dos, des pieds et des muscles pleins de tension et de supporter la même amie pendant plus de 300 jours car certaines choses n'ont pas de prix. Oui, c'est vrai. Alors, il y a une chose qui est dure aussi, qu'est-ce qui est le plus dur? Le froid, la fatigue ou l'absence de solitude, puisqu'en fait vous êtes mariés très étroitement avec Fanny, vous ne la quittez pas. Non. Et c'est vrai que moi ça me pesait parfois, mais j'ai besoin d'être seule parfois. Mais ça m'a aussi beaucoup appris. Ça m'a beaucoup appris d'être capable de faire des concessions pendant toute cette durée-là. C'était nécessaire d'apprendre comme ça. Oui, voilà. C'était nécessaire d'apprendre comme ça. Et qu'est-ce que vous conseilleriez à des jeunes qui voudraient partir maintenant? Après avoir lu votre livre, donc je rappelle, Tour d'Europe, 6000 km à pied. L'éditeur, c'est les Amis du livre européen. Qu'est-ce que vous conseilleriez à des... De partir, de se lancer, surtout que c'est la décision de partir qui est peut-être la plus difficile à prendre dans notre monde actuel, mais qu'une fois que la décision est prise, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions, et que vraiment, ce sont des aventures qui sont extraordinaires dans le sens où elles ne sont pas ordinaires, mais qui sont vraiment à la portée de tous. Ils peuvent peut-être commencer aussi, mais pas que des jeunes, mais vraiment tout le monde, c'est à la portée de tout le monde, par simplement prendre leur sac à dos et puis partir du village dans lequel ils habitent pour aller à la ville la plus loin. Et c'est vrai que des trajets que l'on fait tout le temps en voiture, le faire à pied donne une autre dimension aux espaces parcourus. Et c'est vrai qu'on découvre des choses, on donne de la couleur un petit peu entre guillemets à des zones qui sont grises. Et puis le voyage au long cours est quelque chose qui est finalement assez accessible. Il suffit de prendre son sac à dos et de partir. Vraiment, c'est... Et vous indiquez aussi comment boucler un budget, parce qu'en fait, oui. c'est quand même pas donné. C'est quelque chose qu'on tenait à dire. Et vous avez bien montré que vous avez été aidée, vous avez trouvé des cercles, des clubs pour vous... Oui, puisque donc on était toutes les deux étudiantes, sans trop d'argent. Voilà, on voulait pas du tout demander à nos parents de nous payer ça comme une sorte de cadeau. Donc on a trouvé de l'argent, on a été subventionné notamment par l'Union européenne, par les maisons de l'Europe, et puis par diverses personnes qui nous ont fait des dons. Voilà, mais en tout cas, c'est quand si on a un projet, je suis persuadée qu'on peut le réaliser et que ça vaut vraiment la peine d'être vécu. Et n'ayons pas peur, le corps s'habitue, donc même si au départ vraiment. Vous n'êtes pas... Non, le corps est extraordinaire et il faut lui faire confiance. Il faut vraiment lui faire confiance et se faire confiance aussi à soi-même. On trouve ensuite des ressources qui sont... dont on ne se sentait pas capable. Oui, tout à fait. Merci beaucoup Mathilde Gibelin pour ce tour d'Europe, 6000 km à pied. On passe des soirées fantastiques à lire ce livre et on a après des fourmis dans les jambes et on a envie de partir. Merci Mathilde, au revoir chers amis de TV Liberté, à très vite pour une autre rubrique de Perles de Culture. Amis de TV Liberté, bonjour pour cette chronique
sur l'art, nous avons convié deux invités de grande valeur, Louis Monnier, bonjour Louis. Bonjour Anne. Et Olivier Bosc. Vous êtes respectivement, Louis Monnier, un grand photographe, vous avez photographié, j'ai envie de dire, la France entière, la Terre entière, puisque vous avez aussi beaucoup photographié d'écrivains étrangers. Et vous avez publié un très beau livre avec les textes d'Olivier Bosc. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes, vous, conservateur de la bibliothèque de Chantilly et vous avez travaillé au ministère de la Culture dans tout le domaine des livres. Et vous illustrez par vos textes ces très belles photos, ces photos que réunissent ce beau livre, Création, j'écris ton nom, figure du XXe siècle, aux éditions Vent de Sable. Alors, quelle est l'histoire de ce beau livre? Qui a eu l'idée le premier? Qui est venu chercher l'autre? Comment ça s'est passé, Louis? Eh bien, j'ai rencontré Jacques-Marie Lafont, et on a décidé de faire un livre ensemble, parce qu'il connaissait l'importance de ma photothèque, puisqu'il y a... Vous avez une photothèque extraordinaire. Il y a 18 000 écrivains. Je l'ai vue, cette photothèque, elle est magique. Et alors, donc, Jacques-Marie Lafont m'a dit, puisqu'on se tutoie, est-ce que tu voudrais faire un livre chez nous, etc. J'ai dit oui, et j'ai dit, j'ai l'homme qu'il nous faut pour faire les textes, pour écrire les textes concernant ces géants de la littérature et des arts. Oui, parce que c'est vrai que le livre de photos, c'est très bien, mais on a toujours envie, c'est magnifique, vos photos parlent, vos visages parlent de façon extraordinaire, vous avez l'art de saisir les physionomies de chacun. Mais c'est aussi un grand bonheur de tomber sur vos textes, d'avoir vos textes en parallèle et qui sont fort bien choisis. J'ai envie de choisir le premier pour introduire notre conversation que j'aime beaucoup et que je cite souvent. Nous avons l'art pour ne pas périr de la vérité de Nietzsche. Alors comment expliquez-vous cet aphorisme ? Alors je vais peut-être revenir un tout petit instant sur le projet et sa genèse, parce que moi j'ai d'abord été photographié par Louis, c'est comme ça qu'on a fait connaissance, parce que j'avais écrit un livre. Et quel livre? J'ai fait sa connaissance. Bon, c'était un livre un peu soporifique sur l'histoire des idées, mais voilà. Donc comment s'appelait-il? Il s'appelle La Foule criminelle. Voilà, bon, c'est un sujet, voilà, c'est un peu La Foule criminelle. Voilà, oui. Notre vie, mais on m'a dit il faut que tu te fasses photographier par Louis. C'est l'œil des lettres. Absolument. Et donc on a fait connaissance. Et on ne s'est jamais perdu de vue. J'ai même eu le plaisir d'exposer les photos de Louis dans le cabinet des livres à Chantilly. On avait montré une série de photographies d'académiciens, de membres de l'Institut. Et lorsque Jacques-Marie Lafont, comme le raconte bien Louis, a eu l'idée de faire ce livre, qui avait une portée un peu plus générale que celle finalement de montrer des photos d'écrivains, il avait décidé d'élargir un peu le champ à d'autres créateurs, parce que Louis, on s'est aperçu qu'en fait, il n'avait pas fait que des écrivains. Il est connu pour avoir fait des photos d'écrivains, mais il a photographié des peintres, des chanteurs, de variétés, de classiques, des musiciens, des architectes, des acteurs. Et l'idée, c'était effectivement d'utiliser cette ressource et de faire un livre de référence. C'est-à-dire, c'est là que mon rôle est intervenu, c'est-à-dire il a fallu un peu organiser ces photos, enjoliver un petit peu des photos qui parlent naturellement d'elles-mêmes. Et c'est pour ça qu'on a constellé ce livre avec l'éditeur de deux citations, donc la citation de Nietzsche que vous me demandez de commenter, mais bon, j'ai jamais eu de très très bonnes notes en philosophie, donc je vais m'abstenir. Je ne suis pas philosophe, mais voilà, elle me parle cette phrase, donc elle doit être vraie. Voilà, elle est vraie, et puis en plus c'est amusant parce que le photographe a la réputation de rendre compte de la vérité, en tout cas plus que le peintre. Mais en tout cas, voilà, c'est le reflet de toute cette galerie de portraits de créateurs qui nous aident finalement à vivre et à traverser le temps, puisque c'est à peu près 40 ans, Louis, tu as fait des photos. 45 ans. Voilà, 45 ans. C'est toute une vie. C'est le livre de ma vie, en fait. C'est le livre de votre vie, oui, absolument. Et vous nous avez donné d'autres livres précédemment. Ah, j'en ai fait une quinzaine. Vous avez fait une quinzaine, mais celui-là, vous êtes plus. Vous avez l'impression qu'il réunit plus toute votre expérience. Je suis moins étouffé par la réputation que j'ai.
qui me satisfait beaucoup. Mais j'ai tellement aimé photographier des sculpteurs, tellement aimé photographier des cinéastes, tellement aimé photographier des peintres, des chefs d'orchestre, j'en ai photographié 70, puis des voyages à l'étranger, j'ai fait un livre sur le Vietnam, etc. Oui. Donc, je veux montrer que je m'intéresse à tout ce qui est culturel. Tous les grands artistes m'intéressent. Tous les grands musiciens, les grands peintres, les grands sculpteurs, tous m'intéressent et me passionnent. Et puis, comme je suis curieux de tout, quand je vais les voir, c'est un bonheur pour moi. Quand j'ai photographié Rampal, par exemple, il a joué pour moi. Quand j'ai photographié Aldo Ciccolini, il a joué pour moi. Vous voyez ? Et puis alors, dans ce livre, il y a des rencontres extraordinaires. La photo d'Aldo Ciccolini avec Elisabeth Schwarzkopf, c'est une pépite. Il y a beaucoup de photos qui témoignent de rencontres, et pas uniquement de, comment dirais-je, de vision d'un seul visage. Alors il y a une chose que je veux dire qui est très importante, parce que j'ai encore eu une discussion avec un monsieur qui voulait absolument, pour un prochain livre que je suis en train de préparer, voir les photos et choisir la photo qui serait dans le livre. Mais je vois pas pourquoi, quand un vrai créateur, un vrai photographe, il a quand même le droit de choisir, surtout que les gens choisissent immanquablement la photo la plus neutre. Ils n'aiment pas du tout. Ils détestent un grand rire. Ils détestent. Et moi, j'ai pas envie de faire un livre. Ils choisissent pas les photos vivantes. Ils choisissent toujours le truc le plus lambda. Donc après, le livre n'a aucun intérêt. Oui, non, c'est sûr, oui. Mais c'est parce que vous aimez la vie. Vous êtes un vivant. Vous êtes un vous savez rire, vous savez admirer, vous savez... Et donc les photos que vous faites résonnent de cette admiration et de cet amour. Exactement. Et alors une chose, quand quelqu'un me dit « Oh, c'est super ce que tu as fait », et je ne suis pas très content parce que je sais que la photo est un peu plus faible que ce qu'elle aurait dû être. Parce que une bonne photo, il ne faut pas que la personne l'apprécie tout de suite. Il faut que ça prenne un certain temps pour qu'elle l'admette, qu'elle se reconnaisse, qu'elle se rende compte que l'image qu'on montre vient de son cœur ou de son esprit et pas du tout de quelque chose de charmant. Je rappelle cette histoire de Gisèle Freud, et vous savez, elle avait fait chez Adrienne Monnier, qui n'est pas une parente à moi, une projection de photos. Adrienne, c'était la libraire. Oui, une libraire qui était une grande amie de Gisèle Freud. Et alors, il y avait, dans l'assemblée, il y avait Beckett, il y avait Paget, il y avait comment il s'appelle, Joyce, enfin, il y avait tous les grands. Et alors, à la fin de la projection, ils sont tous venus la voir et ils disent « Ma petite Gisèle, ils sont tous formidables, mais alors moi !» Et ces photos font le tour du monde depuis 50 ans. Oui, j'imagine. Alors, encore une de vos citations, c'est seulement en vieillissant que l'on s'aperçoit que la beauté est rare, que l'on comprend le miracle que constitue l'épanouissement d'une fleur au milieu des ruines et des canons, la survie des œuvres littéraires au milieu des journaux et des cotes boursières. Dans L'éloge de la vieillesse de Hermann Hesse. C'est une très jolie idée aussi que cette... Mais alors on a constellé le livre de citations, on a découpé un petit peu tout Mais vous avez, comment vous faites-vous? Alors vous avez un carnet dans lequel vous avez noté vos citations? Moi j'ai fait des textes qui sont... Alors moi je ne suis que le porte-plume, enfin, l'artiste c'est Louis. Les textes servent, les citations servent un petit peu de fil rouge et font de ce livre une espèce de, très modestement, un livre qui se fait un petit peu un livre de référence sur 45 ou 50 ans de culture. De création. Et c'est très important parce que je pense que Louis, presque à son corps défendant, est devenu une espèce de mémoire, de bibliothèque de toutes ces rencontres et de tous ces talents. Et ça donne un petit peu le tournis. Et on retrouve un peu la phrase de Hesse, c'est qu'effectivement, on se retourne la vie a couru, la culture s'est développée, les créateurs se sont donnés à leurs œuvres, à leurs talents. Certains ont disparu, certains nous manquent.
Et c'est ça qu'on ressent un petit peu dans ce livre. C'est pas un livre qu'on a voulu nostalgique, mais il y a quand même un petit peu de nostalgie dedans. C'est voilà, entre finalement les grands succès d'après-guerre qui ont rempli les bibliothèques, les librairies. Il y a une espèce de faim de culture, d'appétit de culture considérable dans ces années-là. Et voilà, quand on avance au fil du livre, peut-être qu'elle s'éteint un petit peu, qu'elle se perd. Mais bon, il y a quand même des talents aussi, parce que Louis continue de photographier des talents contemporains, et on a essayé de pas les oublier. Ce que je veux dire, c'est que j'ai pris un immense plaisir à rechercher les photographies qui sont dans ce livre, parce que j'avais peur un peu justement qu'il y ait un peu trop de nostalgie. Et en fait non, quand j'ai retrouvé ces photos, j'ai revécu les moments que j'avais passés avec ces grands artistes, avec des grands sculpteurs comme César, avec les grands musiciens. Et ça a été du bonheur, alors que je croyais que j'allais souffrir un peu plus. Oui, mais moi c'était la même chose quand j'ai écrit les textes. Je me suis dit, oulala, que c'est compliqué de se colter finalement à 45 ans ou 50 ans de culture, mais j'ai pris un plaisir immense. Mais c'est pour ça que je vous dis, comment faites-vous? Ça fait, Ce qui était compliqué, c'était de faire un... Vous avez un recueil oui, alors bon, très après, belles les citations, voilà. Bon, moi, j'ai une lecture secrète où il y a des sources très intéressantes, c'est Simon Lès, qui n'est pas dans le livre d'ailleurs, voilà. Bien sûr. Qui a fait un livre très, très amusant qui s'appelle Les idées des autres, où il y a un recueil de citations très amusant. Il est d'une modestie, ce gars. Oui, c'est très... Je l'ai bien connu. Voilà. Tu l'as bien connu, oui. Et il faut... Je voudrais inviter, non pas Simon Lès, puisqu'il n'est plus de ce monde, mais Pierre Bonsène, qui a écrit ce très bon livre qui s'appelle Les parapluies. Alors, c'est un livre sur l'accueil du grand livre de Simon Lès sur ce qu'il faut bien appeler quand même l'escroquerie du maoïsme. Oui, c'est les habits neufs du président Mao. Les habits neufs du monde. Et Pierre Bonsène raconte comment ce livre a, du jour au lendemain, tué Simon Lès. Il n'a plus pu s'exprimer puisqu'il a dit à la face de l'intelligentsia parisienne, vous vous êtes trompé, la Chine, je connais, il y vivait, il y travaillait, et Mao n'est quand même pas le grand timonier que vous vous plaisez à voir. Mao est un sinistre dictateur qui tue beaucoup de gens. Et c'est toutes les réactions du milieu parisien à ce livre. Et c'est prodigieux. Moi, je l'ai lu. Je vais me le procurer. Je l'ai lu et c'est un livre à lire. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le livre, on a aussi des personnages engagés, hein, parce que c'est un des moments finalement de la culture, de la création en France. On a les Sartre, les Foucault, les Louis. Vous avez Cohn-Bendit et tu l'as pas raté là, Cohn-Bendit. Il a une tête. Il est parfait. Il a une tête de petit cochon, mais c'est affreux. La tête de Pompidou aussi, une espèce d'image, de photo que tu as fait, Louis, de Pompidou sur un plateau de télé, avec l'air très inquiet aussi, est assez réjouissante. Voilà, ça annonce ces nuages de 68. Alors comment est-ce que vous avez choisi? Il y a une photo que j'aime beaucoup aussi, c'est un Jean Raspail qui est beau comme un astre. Le grand explorateur et écrivain Jean Raspail est visionnaire. Donc une très très belle photo. Mais alors comment est-ce que vous avez choisi? Bon, je vais me faire l'avocat du diable. J'aurais voulu... vous nous mettez Danielou et parmi les prêtres, parce qu'il y a aussi Eddie Falco. Oui, vous mettez Danielou et Falco, mais est-ce que vous pensez que c'est cela qui... Danielou, oui, mais est-ce que vous pensez que Falco restera? Est-ce que vous pensez qu'il n'y avait pas d'autres grands... Là, c'est pas moi qui ai fait le choix le concept. Mais moi, j'aime bien Di Falco, il a été calomnié beaucoup, et puis il a quand même écrit des ouvrages intéressants. Alors, pour revenir sur la méthode, elle a été très... Voilà, il y avait des incontournables. Oui, il y a des incontournables. Bien sûr. Il y a et on a mis au point cette grille qui est à la fois chronologique, puisque donc il y a 3 temps dans le livre, le temps de l'espérance, le temps de l'insolence, le temps divisionnaire. Donc on a identifié dans chaque domaine de la création, dans le livre, dans l'architecture, chez les éditeurs, quels étaient les gens absolument incontournables. Et puis on a demandé à Louis de les retrouver dans sa photothèque. Voilà. Donc c'est vous qui avez fait avec l'éditeur. Voilà. On a mis en point une grille. Donc c'est vous qui. Voilà, c'est moi qui suis coupable. et Louis coupable quand on n'a pas retrouvé certains incontournables, parce que. Il y a René Girard.
Ah ben. Mais il y est, oui. Il y est. Oui, vous ne l'avez pas vu. Voilà, parce qu'il y a quand même il y en a 450. Donc 450, oui, il aurait fallu. Et puis alors, il n'y a pas de. Je suis méchante, hein, mais j'aime beaucoup votre livre. Et chers amis de TV Liberté, c'est un beau livre. Mais il n'y a pas de table des matières. Oui. Et j'eusse aimé. Oui, voilà, on est dans un livre d'art, on n'est pas dans un livre intellectuel. On m'a reproché, j'ai été mis sous surveillance par l'éditeur qui avait très peur que je fasse une chose un peu intello, un peu. Ou enfin, la table des matières, c'est quand même. Oui, c'est quand même pas d'un intellectualisme. Mais je pense qu'on a laissé de la place à plus de photos, je pense. Oui, non, c'est vrai. Et puis alors, cette phrase de Michel Audiard qui est jolie, bienheureux les fêlés, car ils laisseront passer la lumière. C'est fantastique. Quand on a connu quelques fous, on sait ce que Michel Audiard veut dire. Et on a été heureux de mettre Audiard ou de mettre effectivement des gens qui peut-être sont pas... Mouna, des gens qui sont canoniquement pas tout à fait dans le moule. Parce qu'on est capable de faire un chapitre sur la nouvelle vague et d'avoir Audiard, qui était quand même un peu les deux antipodes du cinéma dans une certaine période. Et vous savez que cette phrase « Bienheureux les fêlés, car ils laisseront passer la lumière » est un peu une copie d'une phrase chrétienne, bienheureux la souffrance car elle laisse passer la grâce. Voilà. C'est la même idée. Moi il y en a une autre d'Audiard que j'aime bien, c'est un intellectuel assis va moins loin qu'un con qui marche. Oui. C'est sûr. Un peu moins haut, c'est un peu moins. Voilà, moi, un peu moins dans les. J'ai aimé le caractère impertinent du choix parce que je suis un peu comme Brassens, comme la citation qu'on a mis de Brassens, qui traverse dans les clous. C'est un peu mon cas. Oui. Il y a aussi Rome. Vous avez un chapitre sur Rome. Ah, il faut demander à Louis, parce que c'est lui qui a fait tous ces Italiens. Et notamment, j'ai enfin vu le visage d'Italo Calvino, que j'adore, parce qu'il a écrit, il faut lire le Baron Perché. Le Vicomte, le Vicomte pourfendu. Le Vicomte pourfendu, le Baron Perché, le Vicomte pourfendu. Oui, c'est quand même, ça c'est des livres d'une moquerie, d'une insolence à l'égard de la démocratie italienne et de la démocratie tout court. Ah oui, vous avez une phrase pas mal de Jean-Louis Barrault. Vous avez un portrait de Madeleine Renaud merveilleux. Et un portrait, bien sûr, de Jean-Louis Barrault, que tu as bien connu, Louis. Et puis cette phrase de Jean-Louis Barrault, la dictature, c'est ferme ta gueule, et la démocratie, c'est cause toujours. Ça, j'avoue que c'est un aphorisme qui résume bien ce qui se passe en ce moment. Ce qui se passe. Qu'est-ce que je voulais dire quels sont les... Oui, il y a aussi Virgile Giorgio. Le grand. Alors, vous savez que j'ai fait la photo qui me rend très, très connue en Roumanie, c'est-à-dire la photo de Sioran, Eliade et Ionesco sur la place Fürstenberg. Et moi, j'avais demandé à ce qu'il y ait aussi Virgile Giorgio. Et ça a été refusé. Ah oui. Allez. Bah oui, parce que Virgile avait pris franchement position contre le communisme et ça ne se faisait pas dans ces années-là. La 25e heure, c'est tout de même un livre extraordinaire. C'est un livre phare. C'est un livre qui explique tout ce XXe siècle. Et il est dans une section où on a mis. Et qui n'a jamais été. Il y a très peu de livres qui expliquent cette effroyable déportation des populations de toutes ces régions, dont on souffre encore. Et ces populations qui continuent à souffrir. Mais dans le livre, il y a effectivement une partie sur les best-sellers, et ça a été un best-seller considérable, avec d'autres auteurs. Il y a aussi une section sur ce qu'on a appelé les briseurs de murs, sur toute la dissidence. Parce que Louis, tu les as beaucoup photographiés. Alors, quels sont tes briseurs de murs ? C'est Rostropovitch, ceux qui ont joué au sens propre. Tous ceux qui sont revenus des pays de l'Est, il y a eu toute cette vague qui sont de ces grands écrivains. Soloviev ? Non, c'est pas. Il n'y a pas dans les autres. Les noms me reviennent pas. Il y en a Solzhenitsyn quand même. Il y a Solzhenitsyn. Il y a un très beau portrait. Et puis par ricochet, des éditeurs comme Claude Durand, qui ont quand même fait énormément pour. Dimitrievitch. Et Dimitrievitch. Le grand Dimitrievitch. Le grand Dimitrievitch. Et Zinoviev, tous ces gens. Oui, c'était Zinoviev, je voulais dire, plutôt que Soloviev. Voilà, vous avez compris, chers amis de TV Liberté, combien ce livre, Création, j'écris ton nom, figure du XXe siècle, avec les textes d'Olivier Bosque et les photos de Louis Monnier aux éditions Vent de Sable, est un très beau livre à
lire, regarder, lire ensemble, parce que c'est un livre que l'on peut regarder en... On peut jouer en disant ça c'est qui. En famille. On peut regarder en famille. Merci beaucoup d'être venu nous présenter votre belle œuvre. Merci Louis, merci Olivier et amis de TV Liberté. À très vite pour une autre chronique de Perles de Culture. Amis de TV Liberté, pour cette rubrique Ne touchez pas à mon patrimoine, nous avons invité une aide de poids, Jérôme Arnaud des Lions. Bonjour monsieur, bonjour Maxime. Bonjour Anne. Jérôme Arnaud des Lions a publié un petit guide qui s'appelle « Sauvegarde et restauration des églises et des chapelles ». C'est un guide juridique et pratique aux éditions du Puy Fleury et c'est un livre qui est extrêmement utile pour cette rubrique et pour tous ceux qui nous écoutent et qui ont ce souci de notre patrimoine religieux au cœur. Alors, je vais présenter vos précédents beaux livres, monsieur, parce que vous êtes quelqu'un de tout à fait étonnant. Vous avez publié 2 très beaux livres, un hommage à Jeanne d'Arc et un hommage à Saint-Louis, qui sont des livres, j'ai envie de dire des livres d'or, magnifiquement illustrés, avec des reproductions que nous n'avons pas l'habitude de voir. Cette Jeanne d'Arc qui attaque à la bataille de Patay, je ne l'avais jamais vue. Et ce sont vos poèmes qui sont, ma foi, bien jolis et bien efficaces, puisqu'ils racontent l'histoire. Vous racontez en vers l'histoire de Jeanne d'Arc et l'histoire de Saint-Louis. Et puis, cette sauvegarde et restauration des églises et des chapelles. Alors, peut-on vous demander quand vous êtes devenu préoccupé par le patrimoine ? Alors, la sauvegarde du patrimoine est une vieille histoire pour moi, parce que je suis tombé dedans quand j'étais tout petit. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est le... Mais comment ça se fait ? Vous aviez... C'est des choses qu'on a dans les gènes. Qu'on a dans les gènes, oui. On grandit dedans également, oui. De voir des vieux bâtiments, on prend goût avec des parents qui vous donnent le goût à ces choses-là, voilà. Pour transmettre les bâtiments qu'on a reçus de nos prédécesseurs. Et on s'intéresse au sauvetage de ces monuments et puis également au sauvetage de ce qui paraît être en mauvais état. Et voilà, j'ai été un petit garçon qui a vécu, qui a grandi à côté d'un château qui tombait en ruine et puis qui a dit à 10 ans, faudrait que je le restaure, et qui est toujours passionné parce que maintenant ça fait 20 ans que je suis sur ce chantier, c'est pas fini, c'était un gros chantier. Donc vous avez fini par l'acheter. Voilà, oui. Et l'œuvre. Pas trop cher, j'espère. Pas trop cher, j'espère, il était en ruine. Oui, au prix des pierres. Au prix du marché quand même de ce genre de bâtiments, parce qu'il y a beaucoup de bâtiments, mais qui nécessitaient des travaux énormes. Et on apprend beaucoup à être sur le terrain, bien sûr. À la fois sur le plan théorique mais aussi sur le plan pratique. Et on se rend compte que même si des bâtiments comme celui que je cite pouvaient être considérés comme perdus, et avec du temps, avec de la patience et beaucoup d'énergie et de volonté, il n'y a pas de mission qui soit impossible dans ce domaine, je pense. Ça, c'est un très beau premier message. Et il se trouve que de cette expérience personnelle, de la rénovation de votre demeure, de cette belle demeure, vous êtes passé à d'autres préoccupations. Avec le temps, en fait, on rencontre des personnes, on côtoie un certain nombre d'associations de sauvegarde, et on est à la fois concerné par les bâtiments qui nous appartiennent, mais également par les bâtiments qui nécessitent des travaux de restauration, à la fois les bâtiments laïques ou des bâtiments cultuels, comme les églises et chapelles. Et au fil du temps, je porte un intérêt certain à la sauvegarde de nos églises, qui est un thème d'actualité. Et on se rend compte qu'il y a un certain nombre d'édifices qui disparaissent aujourd'hui.
voilà, et voulant apporter une pierre à cet édifice, j'ai voulu contribuer en faisant un document un petit peu de synthèse sur les éléments à connaître quand on se lance dans le sauvetage ou dans l'aide au sauvetage d'un bâtiment qui peut appartenir à un particulier ou la plupart du temps pour les églises à une commune. Alors la première denrée qu'il faut avoir pour affronter ce combat, c'est tout de même la volonté. Tout à fait. C'est pour ça que j'ai souhaité commencer par expliquer un peu les motivations de la restauration et se rendre pour que les gens qui ne manquent pas de motivation quand ils se lancent dans ces combats-là, mais connaissent en tout cas un certain nombre d'arguments à développer de manière à ce que la volonté des restaurateurs prime sur la volonté des destructeurs. Vous sentez, comme Maxime nous l'a souvent répété, vous sentez une volonté de destruction d'un certain nombre de nuisibles. Alors, on a tous les cas de figure. Le problème est que souvent, quand on rentre sur la restauration de bâtiments publics, et surtout s'ils sont en mauvais état, on va avoir des chiffres en première intention qui sont donnés, qui sont souvent élevés, et qui sont un argument de poids pour les personnes qui seraient peu motivées ou qui seraient enclins à ne pas vouloir conserver les édifices religieux. Oui, on utilise. Mais le chiffre gonflé, c'est vieux comme le monde. Vous savez, qui veut tuer son chien prétend qu'il a la rage. C'est le discours qu'on entend partout, même à Paris. Hein. Le maire vous dit, en général, il articule ça d'une manière encore plus subtile. Il vous dit, moi, je suis un bon gestionnaire et je suis attaché à notre patrimoine qui est notre valeur collective. Mais ça coûterait, et alors là plus c'est gros plus ça passe, ça coûterait 100 millions et vous comprenez qu'à l'heure des priorités budgétaires, je ne peux pas sacrifier l'avenir de nos enfants. Et là les gens disent « Ah bah c'est un bon maire mais bon on n'a pas les moyens ». Et paf. Parce que je pense que la question que vous avez abordée qui est celle de la volonté, elle doit se poser aussi dans le temps. C'est-à-dire que beaucoup de gens qui créent des associations de patrimoine se disent « je crée une association et hop, en 6 mois c'est gagné ». Non. C'est un combat qui dure 20 ans, 30 ans. Moi j'ai l'habitude de dire aux gens qui m'interpellent sur ce sujet que ça dure au moins 5 ans. Donc en général, c'est souvent des dames. Hein. Bon. Des dames qui appellent et je leur dis « bon bravo madame, vous venez de signer pour 5 ans ». Parfois 10. Hypothèse basse, oui. Parfois plus. Oui. On a eu un cas en Bourgogne où ça a duré 28 ans. Oui. Mais bon, l'église qui devait s'effondrer d'un jour à l'autre a quand même tenu 28 ans. Elle a attendu. Bon, et c'était exactement, pourquoi je cite ce cas, parce que c'était exactement ça. C'est-à-dire que le maire avait dit ça coûte très très cher. Et puis il y a aussi un autre argument, l'argument financier d'une part, l'argument technique. Hein, vous allez sûrement être d'accord avec moi, où on dit, voilà, on ne peut pas la restaurer parce qu'elle est très très mal construite. Et donc elle va s'effondrer d'un jour à l'autre. Ça, c'est aussi un argument d'autorité. Et puis, généralement, elle ne s'effondre pas d'un jour à l'autre. Non, elle a tenu depuis des siècles. Elle a tenu depuis 3 siècles, mais elle était de très mauvaise qualité, parce que c'est souvent aussi pour les églises du 19e siècle, puisque c'est bien évident qu'au 19e siècle, tout était de très mauvaise qualité. Les architectes étaient très mauvais, les pierres étaient très mauvaises. Et les gens qui donnaient des fortunes pour faire des églises faisaient des choses de très mauvaise qualité. Exprès. Ça a toujours coûté très cher. La différence, ça c'est un argument que dont vous m'avez parlé tout à l'heure, nos contemporains ont tendance à penser qu'il ne faut pas dépenser tant d'argent pour une église. Que peut-on leur répondre? Il y a toujours le risque de la culpabilisation, surtout dans les milieux chrétiens, de dire, vous vous rendez compte comment on mettrait une somme pareille dans la restauration d'une église alors qu'il y a tant de malheureux. Le problème, c'est que les mêmes personnes dépensent des sommes beaucoup plus importantes pour faire un rond-point ou pour refaire un gymnase. Donc l'argument, quand il est décortiqué, il ne tient pas. Et puis, si les premiers chrétiens, enfin si les chrétiens du Moyen-Âge avaient tenu ce raisonnement-là, s'ils avaient une pensée mesquin, nous n'aurions pas... On ferait la ronde autour des arbres. Nous n'aurions pas de cathédrale, nous n'aurions pas d'église, nous n'aurions pas rien. Là, notre invité a dit une phrase qui est intéressante, c'est celle des ronds-points. Il faut rappeler quand même, en France, un rond-point en moyenne, ça coûte 400 000 € à construire. Et ça coûte en moyenne à entretenir 10 000 €. Vous savez, les ronds-points végétalisés, c'est-à-dire ceux où on met de l'herbe et des fleurs, parfois avec les armes de la ville ou le petit nom. Par exemple, bienvenue à Trifouilly-les-Oies, avec parfois une sculpture monumentale du type un gros tonneau en bois qui évoque ou un camembert à Camembert. Ou un gros camembert. Ça coûte 10 000 €, plus qu'une église. Oui.
plus que la réparation de l'église. Que l'entretien de l'église. Alors, quand un maire lève les bras au ciel en disant ça m'est arrivé ce week-end à Crin, près de Clamecy, une très belle église. Cette église a été classée et on nous demande 900 000 €. Et évidemment, ce petit village ne peut pas sortir 900 000 €. Qu'est-ce que vous répondez? Il y a plusieurs choses. Dans ce cas particulier, on a une église qui est classée, qui est protégée. Et la protection, c'est une chance, malgré tout, hein, même si ça entraîne Dans l'esprit du maire, c'était une calamité. Parce qu'il m'a dit, avec énormément d'énergie, et j'ai beaucoup aimé cette phrase, si ça n'avait tenu qu'à nous, ça fait 20 ans que l'église serait rénovée. C'est pour ça qu'ils n'ont rien fait depuis 20 ans. Non, parce que entre-temps, l'église a été classée. Et donc, ils n'ont plus le droit d'y toucher. Non, ils ont toujours le droit d'y toucher, simplement ils doivent le faire sous contrôle. Voilà. C'est sûr que si on met du badigeon violet à l'intérieur... Oui, ce qui a été fait plus tôt. La protection est malgré tout une chance pour les bâtiments, parce que ça veut dire que le ministère de la Culture, par l'intermédiaire des DRAC, va veiller à la sauvegarde de ce bâtiment et va mettre des moyens. Le problème après, c'est du dialogue que les maires doivent avoir avec les correspondants de la DRAC, de manière à construire des dossiers pour programmer des travaux qui seront aidés par l'État, qui seront aidés souvent par les collectivités locales. Et donc même si un chiffre, là on parle de 900 000 €, c'est peut-être le chiffre qui a été c'est le chiffre qui m'a été donné, oui. Mais sur ce chiffre-là, ce ne sera pas la commune qui paiera 900 000 €. La commune, elle va payer une petite partie de cette somme, parce que la DRAC va abonder sur un monument historique, elle va abonder... Mais même aujourd'hui, avec la restriction des budgets colossales... C'est un problème de programmation. Hein, et quand on travaille avec les DRAC, ils ont une réduction de leur budget et le tout est de programmer ça dans le temps, de manière à construire un dossier. Quand on a une somme pareille de travaux à faire sur une église, c'est pas à faire sur une année. Non. Hein, on a des priorités par lesquelles il faut commencer et on peut programmer. On disait tout à l'heure, on fait l'urgence en numéro 1, on fait sa toiture et par contre le décor, ça peut attendre 3 ans. Et en réalité, non mais c'est intéressant les chiffres, parce que le maire dit 900 000 €. Vous voyez qu'on revient à l'argument d'autorité qu'avançait Monsieur Deslions tout à l'heure. On dit 900 000 €, c'est trop cher, on peut pas. Bon, sauf que 900 000 €, quand vous avez 70 ou 80% de subventions, parce que c'est de cet ordre-là, les subventions pour les églises monuments historiques, au moins 70. Donc si vous comptez 70% de subventions, en réalité, il reste 200 000 €. 200 000 € divisé sur 10 ans, ça fait 20 000 € par an. Il y a combien d'habitants dans sa commune? Et quel est le budget de sa commune? Et combien dépense-t-il pour sa MJC? Combien dépense-t-il pour sa piscine municipale? Combien dépense-t-il pour ses ronds-points? Avez-vous déjà vu un maire appeler à la rescousse en disant j'ai besoin de financement participatif de la Fondation du patrimoine pour un rond-point? Avez-vous déjà vu un maire, Anne, qui a dit nous n'avons pas les moyens de construire notre rond-point? Non, et puis Maxime, il y a l'argument massu qui est de dire mais quand les chrétiens ont construit des cathédrales, ils ne sont pas allés demander au roi de l'argent. Ils ont pris de leur temps, ils ont apporté leurs pierres, leur énergie. C'est comme ça que ça s'est passé. Donc ils se sont débrouillés tout seuls. Un petit peu moins d'impôts à l'époque aussi. Ils payaient moins d'impôts. Ce qui est amusant, c'est que vous donnez même le modèle de courrier adressé à la DRAC pour une demande de subvention. Ça, c'est fantastique. L'idée de l'ouvrage, c'est d'être une aide pratique pour ceux qui vont avoir à jouer un rôle, que ce soit les communes, mais surtout les particuliers qui pourraient contribuer dans le cadre d'associations à la restauration de leurs églises communales ou des églises privées. Alors vous dites améliorer l'accueil et l'animation. Comment Alors, dans la vie des églises, souvent un des arguments pour dire on ne va pas restaurer, d'abord ça coûte cher, effectivement il y a les problèmes techniques, puis après on dit plus personne rentre dedans. Il se trouve aujourd'hui que on a des zones rurales qui sont mal desservies parce qu'il y a un nombre de prêtres qui doivent s'occuper d'énormément de paroisses, ça c'est une chose. Mais paradoxalement, il y a un intérêt culturel qui se développe aujourd'hui en France et on sait que le nombre de visites a augmenté.
Donc il y a un intérêt, malgré tout, au moins culturel, qui se développe de plus en plus. Et le problème, c'est qu'est-ce qu'il y a de plus triste que d'arriver dans une commune pour visiter l'église et de trouver porte close et de même pas avoir des horaires d'ouverture. Voilà. Donc il y a c'est vrai, un véritable effort de communication à faire pour faire vivre les églises sur les horaires d'ouverture, les moments où on peut rentrer à l'intérieur pour pouvoir au moins découvrir, d'abord c'est un lieu de recueil, mais également découvrir un petit peu l'architecture de ces richesses de notre patrimoine. Vous savez, ça c'est même pas vrai que à la campagne, c'est vrai aussi en ville. Hein, ici on tourne à Paris ou à côté de Paris, à Paris c'est le cas aussi. Nulle part vous avez les horaires d'ouverture des églises. Vous voulez aller par exemple à Saint-Nicolas-des-Champs, qui est pour moi la plus jolie église de Paris. Vous arrivez un samedi à 19h, fermé. Voilà. Même au mois d'août, même en été, c'est fermé. Bon. Et en réalité, vous posez pour moi la question qui est la question cruciale, c'est que on est dans un combat qui est culturel et il faut bien que les élus comprennent que l'église, c'est pas juste un bâtiment qui sert à abriter le culte, comme la pissotière sert à abriter le pipi, c'est un bâtiment qui fait sens, qui est un moteur économique, culturel, identitaire de la commune et que donc il faut le valoriser comme tel. Voilà, contrairement à la pissotière municipale qui peut difficilement dépasser son simple usage. Et ça, les maires ne le font pas. Parce qu'ils veulent pas, parce que c'est compliqué, qu'il faut généralement pas le faire tout seul, mais le faire à plusieurs. Il faut pas dire certains maires ne le font pas, parce qu'il y en a... Beaucoup de maires ne le font pas. Beaucoup de maires ne le font pas, mais il y a quand même aussi une grande proportion de maires qui... Ou le font mal. Qui se désolent, oui. Donc il faudrait qu'il y ait dans toutes les paroisses qu'il y ait une dame qui ait la clé. Mais ça existe déjà, mais encore faut-il qu'elle ouvre. Voilà, après, c'est ce qui est intéressant justement quand on voit des chantiers de restauration d'églises dans des communes où il y a un combat qui est mené par une association dynamique, ça réveille les énergies, ça réveille les bonnes volontés et c'est là où on se rend compte qu'il y a des gens qui sont prêts à consacrer 2 heures par semaine ou 3 heures pour ouvrir l'église, pour être là, pour soit guider les gens, soit leur expliquer un petit peu ce que c'est que ce bâtiment, ces différentes époques de construction. Et tout ça, c'est une dynamique positive qui se construit autour d'éléments de projets de restauration. Qui donne une vie au village. Ça redonne la vie, ça redonne la vie locale. Évidemment. Et certains maires le comprennent pas au départ, quand ils ont plutôt tendance à partir sur la pente de la démolition. Hein, c'est que c'est une deuxième chance pour une commune, non seulement restaurer un bâtiment, mais aussi redonner une vie à ce bâtiment et une dynamique au village. Et que vous inspire l'effroyable histoire de l'église de Saint-Jacques d'Abbeville qui a été détruite? Une grande tristesse, parce qu'on ne peut que se dire que c'est un dossier qui aurait pu être abordé autrement. C'est un dossier qui aurait pu faire l'objet d'une concertation sans doute plus importante. Hein. Mais comme toujours, ces dossiers, on a le problème de la confrontation entre une minorité qui va faire beaucoup de bruit et une majorité silencieuse. Et cette majorité, si elle avait pu réagir à temps, on n'en serait pas arrivé là. On n'en serait pas arrivé là. C'est pour ça qu'il est important que quand on a des gros travaux qui se prévoient, les chrétiens, les gens qui sont amoureux du patrimoine fassent connaître leur souhait de la sauvegarde du patrimoine qui fait partie de l'esthétique en plus de leur commune, hein, parce que il suffit pas d'enlever un bâtiment pour dire parce qu'on pouvait pas l'entretenir, mais on détruit le cœur d'un village, on détruit le cœur d'une commune, et c'est un peu son âme qu'on détruit en même temps. Merci beaucoup, Jérôme Arnaud Deslions. Ce guide, cette sauvegarde et restauration des églises et des chapelles est très important, vous l'avez compris. Édition du Puy Fleuri. Cela donnera des idées à ceux qui ne voyaient pas. C'est bien fait et c'est pratique et c'est un petit format qu'on peut trimballer dans sa poche ou dans la campagne, etc. Donc c'est, je pense, un bon ouvrage pour le terrain. Et une façon de gagner infiniment du temps puisque vous donnez toutes les informations juridiques avant de se lancer dans la bataille et avant de... Et puis on peut rappeler peut-être le prix, parce que ça coûte combien ? Oui, pas grand-chose. Ça coûte pas grand-chose, non mais c'est 18,20 €, édition du Puy Fleuri. Voilà.
Et c'était vraiment un livre pour notre rubrique « On ne touche pas à mon patrimoine ». Je voudrais juste apporter une dernière précision. Oui. Pour les gens qui s'intéressent au patrimoine. Les droits d'auteur seront reversés au chantier de restauration d'églises et de chapelles. Vous êtes vraiment parfait, Monsieur Jérôme Arnaud-Deslions. Merci beaucoup d'être venu pour TV Liberté nous témoigner de votre combat énergique et de nous faire partager tout le travail que vous avez déjà fait, travail juridique, travail psychologique, pour faire comprendre comment on peut aider nos églises et nos chapelles. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Merci, Maxime. Amis de TV Liberté, à très vite pour une autre émission de Perles de Culture.